Donc bienvenue du coup pour cette conférence épidémie, lutter pour les oubliés. Donc je vais commencer par me présenter, introduire un petit peu et ensuite je vais du coup pouvoir laisser la parole à nos intervenants. Donc Daniel Obono, député La France Insoumise, et Jérôme Martin, du coup cofondateur de l'Observatoire de la transparence des politiques du médicament. Voilà, ils auront l'occasion de développer un peu davantage. Donc, Fabrice Soro, comme je le disais, je suis co-animateur du coup de l'équipe Droit Nouveau et LGBTI. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les livrets viennent compléter l'avenir en commun, le préciser un petit peu sur des thématiques particulières. Et donc, le livret Droit Nouveau et LGBTI s'intéresse donc évidemment au droit nouveau, donc notamment par exemple la question de la constitutionnalisation de l'IVG, enfin du droit à l'IVG, la question du droit à mourir pour la dignité, par exemple, et également l'ensemble du coup des droits concernant les personnes LGBTI. Google qui s'active. Donc LGBTI, donc les personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres et intersexes. Donc je vais pouvoir revenir un peu sur l'ensemble des catégories un peu dans mon intervention tout à l'heure et en quoi du coup notamment il y a une fragilité particulière pour les personnes LGBTI face à cette épidémie, mais aussi globalement face aux épidémies qui ont pu avoir lieu précédemment dans le monde et dans l'histoire. Donc voilà, en pleine épidémie du coup de Covid-19, il nous a semblé un petit peu important de revenir, de reprendre un peu de perspective historique et sociale sur les catégories qui sont les plus touchés par les épidémies, et notamment du coup de pouvoir un peu mettre en lumière les personnes qui sont malheureusement souvent oubliées, soit du fait d'une société libérale, soit aussi d'une volonté parfois de nos gouvernants. Du coup, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille la lecture évidemment du rapport parlementaire Mensonges et fiasco, enquête sur la gestion du Covid-19, qui a été coordonné du coup par Mathilde Panot, Manuel Bompard et Éric Coquerel, nos députés. Et du coup, Daniel va aussi revenir un peu dessus et sur les auditions. Évidemment, on n'est pas tous égaux face aux épidémies, je pense que je vous apprends rien, et je pense que le confinement nous l'a bien montré. Il y a celles et ceux les plus riches qui ont pu fuir, prendre des chambres d'hôtel, aller sur leur île particulière, qui ont pu avoir accès au meilleur système de santé et se protéger facilement. Et puis, il y a le reste de la population, les 99%, du coup, où on s'est retrouvé confinés dans nos maisons, dans nos appartements, dans des conditions un peu différentes. Je pense notamment, et je fais un petit clin d'œil du coup à la conférence qui se tient en même temps que nous sur la Seine-Saint-Denis, avec Bastien Lachaud, Nadège Abo-Mangoli et Annick Tamé, du coup, qui en Seine-Saint-Denis, on a une surmortalité particulière pour plein de raisons, et on va pouvoir aussi un peu y faire écho ici. Moi, je pense, de mon balcon, tous les jours, je voyais un sans domicile fixe pendant le confinement, sans toit, sans protection sanitaire. Et on voyait bien que ces gens-là, ils sont complètement abandonnés par l'État, encore plus que d'habitude en période de pandémie. On a vu sans cesse de nos fenêtres les livreurs aussi, Deliveroo, Uber Eats, etc., qui, comme n'ont pas un statut de salarié de la même sorte, n'ont pas été accompagnés par l'État, ils n'ont pas eu droit à la fameuse prime, pas eu le droit à aucune sorte de médaille, et pourtant ils ont été obligés d'être en première ligne face à l'épidémie. On a vu aussi toutes ces grandes entreprises se permettre de dire on va faire des dons de masques, ou alors les supermarchés s'en mettre plein la poche avec les masques, et en même temps nos infirmières qui étaient dans des sacs poubelles pour se protéger, quoi. On a vu beaucoup de choses, et malheureusement il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, ou soit que les médias ne sont pas intéressés, soit tout simplement parce que c'est des personnes qui sont invisibilisées dans la société. Je pense par exemple à toutes ces femmes et LGBTI victimes de violences intrafamiliales, des situations qui sont souvent tues, qui sont difficiles personnellement, des choses dont on n'a pas forcément envie d'exprimer. On n'a pas vu non plus les exilés dans leur tente sous le périphérique et leurs conditions de vie précaires pendant 2 mois, sans accès
sanitaires et des problèmes alimentaires. Sans droit aussi souvent à l'assurance maladie, et pour les premiers arrivés, du coup, quelques soucis avec l'aide médicale d'État aussi, que Macron a décalé. Avant, quand on arrivait en France, on avait droit au bout d'un mois. Maintenant, c'est 3 mois. Et Jérôme pourra compléter et peaufiner là-dessus. On n'a pas vu non plus les autres maladies en fait se développer. On n'a pas vu la tuberculose, on n'a pas vu le VIH, on n'a pas vu le diabète, parce que les gens ne pouvaient pas. Et on avait, je pense que tous, on s'est un peu mis en retrait pour laisser les personnes victimes du Covid. Et pour autant, c'est autant de diagnostics qui vont se faire maintenant, demain, après-demain, et d'autres inégalités se créer, se développer. Et enfin, notamment, je pense aussi à une question qui est importante chez les personnes LGBTI qui concerne la question de la santé mentale. On n'a pas vu les personnes les plus fragiles psychologiquement avoir un suivi de qualité. On n'a pas vu l'État financer suffisamment de médecins, de suivi pour permettre la continuité des soins, et notamment pour les personnes les plus fragiles psychologiquement, avec des conséquences assez désastreuses pour leur travail et relations sociales. Donc voilà, on va essayer de s'intéresser un petit peu à tout ça, un petit peu essayer de cerner les schémas sociaux et politiques qui mènent du coup à ces abandons systématiques de toutes ces différentes catégories de personnes. Et du coup, je vais laisser un peu la parole d'abord à Daniel pour présenter un peu enfin si ça te va, sinon on peut commencer par Jérôme. Ouais, sur l'enquête parlementaire, les auditions et le travail qui a pu être fourni par l'équipe parlementaire pendant tout ce confinement. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'équipe thématique Droit Nouveau LGBTI pour avoir organisé ce débat aujourd'hui, et donc notamment à Jérôme Martin de l'Observatoire de la transparence des politiques du médicament, avec qui on a beaucoup échangé, travaillé au cours des derniers mois sur ce thème. Alors, il y a plusieurs débats sur le thème de la crise sanitaire et du Covid-19, puisque c'est une crise qui continue et qui va se déployer encore avec notamment sur la question sociale et économique, mais aussi sur la question sanitaire, et également sur le sujet particulier de ce débat d'aujourd'hui, sur la question des oubliés. Je trouve ça intéressant, en fait, la formulation et l'axe choisi, parce que, en fait, la crise, l'épidémie, et je pense qu'on discutera, et Jean Martin en parlera, les épidémies et l'expérience de comment on gère les épidémies et qui gère et qui sont les acteurs et les actrices en fait de la réponse sanitaire, est vraiment instructif de plus largement en fait comment fonctionne la société et ce qu'on oublie du fonctionnement de la société, et qui fait fonctionner la société, et qui est la réponse, et où sont les réponses en fait face aux crises non seulement sanitaires mais économiques, politiques et sociales. Les oubliés, c'est ceux dont on oublie qu'ils existent, également parce que en fait dans le quotidien ce sont toutes les petites mains qui font fonctionner la société, et on a l'impression que les trains roulent, les services publics fonctionnent un peu de manière automatique, et je trouve que on a tous eu ces débats, ces réflexions, et même un peu dans l'espace public et médiatique, la prise de conscience que tout d'un coup, quand il faut s'arrêter, en fait on se rend compte il y a des personnes, et donc ça a été particulièrement vrai dans l'hôpital public et le monde de la santé, mais y compris dans ce secteur-là. Moi je rappelle de très bons articles, un très bon article du Monde sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et où qui mettait en lumière les petites mains en fait de tout l'écosystème du monde hospitalier, qu'on ne voit pas, dont on n'a pas du tout entendu parler, mais sans qui en fait l'hôpital n'aurait pas pu tenir. Ça va des blanchisseuses aux brancardiers, en passant par tout cet itinéraire qui a été fragilisé
qui est devenu quasiment une exception d'avoir un hôpital où on peut tout faire, en fait, qui est quasiment autonome et qui, du coup, a été capable d'être réactif, où les gens voilà, se sont donner encore plus que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et je pense que c'est important. On a eu quelques brèches comme ça, où, au-delà des applaudissements pour les soignants, ces paroles-là, ces visages-là ont commencé à avoir une petite visibilité. Et je pense que c'est important de continuer à parler, à dire, à faire entendre celles et ceux qu'on oublie et qui sont essentiels. Ça a été vrai donc pour la santé, ça a été vrai pour l'agroalimentaire et les commerces, et donc notamment le secteur des caissiers et des caissières, tu parlais des Deliveroo, enfin ceux et celles, en gros, qui au quotidien permettent non seulement notre survie, littéralement, mais notre bien-être aussi, notre bien-être environnemental, les travailleurs de la voirie, voilà, sans qui il fallait quand même si les gens étaient confinés, voilà, il fallait quand même permettre que l'environnement urbain ne se dégrade pas, etc. Donc voilà, c'est tous ces oubliés aussi qui sont oubliés à la fois dans le caractère fondamental de leur existence sociale, mais aussi dans le caractère fondamental de leur existence politique. Alors, pour nous, je fais cette longue introduction aux propos plus ciblés que je voulais avoir à travers l'expérience du travail qu'on a fait au sein du groupe parlementaire. Alors, d'abord, dans le cadre, en fait, de la proposition de plan de déconfinement qu'on a élaboré avec l'équipe du groupe parlementaire, et puis aussi, donc, dans la continuité de tous ces travaux, l'enquête et la commission d'enquête propre dont a parlé Fabrice. Parce qu'en fait, nous, la réflexion qu'on a eue, notamment sur la question du plan des déconfinements, est partie de là, en fait, est partie de la question de quels sont, en fait, les leviers, quels sont les points forts qu'on a aujourd'hui dans une période, voilà, où on se sent un peu, voilà, démuni, impuissant. On doit envisager la question du déconfinement après avoir très mal confiné, très mal appréhendé. On reviendra, je pense, y compris sur la question de la gestion épidémique, la gestion sanitaire et la prévisibilité et le manque de moyens d'ailleurs qui sont donnés, qui est systématique depuis plusieurs années. Mais donc la question c'est quelles ont été nos forces, et nos forces vis-à-vis de l'arrivée de l'épidémie en France, ça a été justement ces oubliés-là. Ces petites mains, ça a été la mobilisation collective des soignants et des soignantes. Et nos forces, c'est aussi justement l'expérience, Jérôme, je pense, y reviendra, l'expérience des autres épidémies, à la fois en France, en Europe et dans le monde. Et donc notamment l'expérience du VIH, mais aussi des expériences dans les pays frappés par des crises sanitaires comme celle d'Ebola, les expériences communautaires, et donc en revenir à quels sont celles et ceux qui sont les maillons forts. Ce sont donc à la fois les soignants et les soignantes, mais c'est d'abord aussi les personnes victimes des épidémies, les malades, les patients, et c'est elles et eux qui ont été complètement, en fait, oubliés dans la réponse sanitaire du gouvernement, qui a eu une réponse absolument insupportable, avec tout le vocabulaire guerrier, avec Macron qui se grime en chef de guerre. Vous le savez comme moi, toute la rhétorique justement très martiale, très hiérarchique, et avec l'idée qu'un groupe de technocrates
enverrait les ordres, et puis tout d'un coup, voilà, tout le monde serait au pas, alors qu'en fait, la réalité, c'est que ce sont les gens collectivement, l'intelligence collective des soignants qui ont réussi, malgré les bâtons mis dans les roues pendant des années par la technocratie, etc. Et donc, dans cette vision, c'est une vision antidémocratique, et où, y compris quand, par exemple, il a fallu mettre en place le conseil scientifique, nous, ce qu'on avait porté dans les débats parlementaires, c'est que on réanime et on s'appuie sur les outils de la démocratie sanitaire. Il existe aujourd'hui des institutions importantes qui font un travail sur la question, justement, les questions sanitaires, épidémiques, et qui ont été complètement oubliés, balayés et qui le sont encore aujourd'hui, parce qu'en fait, le conseil scientifique a été un peu élargi à force d'eux, mais ça passe toujours à côté de toute cette expertise accumulée au sein de nombreuses institutions, qui sont aussi, en fait, le résultat de lutte des malades, des patients, dans les expériences de crise épidémique qu'il y a pu y avoir, donc notamment sur le VIH, mais sur d'autres choses. Donc cette démocratie sanitaire, c'est un des points sur lesquels nous avons appuyé les réponses que nous formulions, que ce soit le Centre national de la recherche scientifique, le Haut Conseil de la santé publique, le Comité national consultatif d'éthique, toutes les associations de malades et de patients dans le système de santé, dont on pense et dont on a proposé dans des amendements, mais aussi dans le plan de déconfinement, qu'elles et ils mettent leur expérience dans les réponses et dans la formulation des réponses par rapport à cette crise, et c'était un des éléments importants de la démocratie sanitaire, en plus bien sûr de l'implication populaire, et d'abord l'implication des premières personnes concernées, des malades, des communautés les plus affectées. Donc, je vous renvoie de ce point de vue-là justement au document qu'on a mis en ligne fin avril sur ce plan de déconfinement. Et le troisième élément qu'on a mis en avant de notre point de vue sur la dimension de celles et ceux qu'on a oubliés, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'est la démocratie sociale, et là aussi c'est un élément flagrant dont on voit y compris les effets délétères, c'est que ce sont les premières personnes, y compris aujourd'hui où il y a eu une pression pour que d'abord les entreprises ne ferment pas. Ils ont repoussé, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à la réponse extrêmement brutale du confinement général, parce qu'ils ont repoussé le plus longtemps possible les restrictions pour ne pas empêcher l'activité économique. Et aujourd'hui, on le sait, y compris là où se développent le plus les contaminations, c'est sur les lieux de travail, parce que, y compris, les mesures sanitaires suffisantes ne sont pas prises, et parce que, en fait, les salariés ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés, et n'ont pas, en fait, aujourd'hui, non plus les outils qui leur permettraient de s'organiser et de savoir, en fait, comment on pourrait adapter les process de travail de manière à garantir, en fait, la sécurité sanitaire. Et donc cette dimension de démocratie sociale, mais elle est fondamentale, parce que justement les salariés ne sont pas perçus, alors ça c'est au-delà même de la question sanitaire, mais comme des acteurs et des actrices de leur propre environnement de travail, de leur propre métier. C'est la direction, c'est la hiérarchie, et c'est pas les salariés qui sont laissés
de manière générale, en fait, impuissants et dont on réduit de plus en plus les droits, etc. Alors, je ne reviens pas sur la question de la casse du travail, mais encore en particulier quand il y a des moments de crise, alors qu'au contraire, ce sont elles et eux qui savent justement le mieux comment s'adapter, et on l'a vu, et qui sont essentiels à la réponse, et on le voit dans les secteurs industriels, dans le secteur des services. On pourrait parler de l'éducation nationale, où ce serait un débat en soi, de la manière complètement hallucinante dont rien n'a été fait justement pour préparer, y compris pendant le confinement, et permettre que s'il devait y avoir à une certaine échéance, pas à celle, en tout cas nous on était en défaveur de précipiter la rentrée scolaire, mais que ce soit justement non seulement les professeurs, mais aussi les agents administratifs, mais aussi les agents, les personnels, tout l'ensemble de la communauté éducative qui réfléchissent et décident de comment on adaptait l'école, avec bien sûr aussi la parole des élèves, pour s'impliquer. Donc et ça, bien sûr, ça a été même pas pensé. Alors on pourrait disserter énormément sur Blanquer et fait sur l'incurie totale de ce ministre, mais je pense que c'est vraiment l'impensé en fait. Ça n'est venu à aucun moment dans la tête même de l'ARS ou de toute cette administration là qui a pondu je sais plus comment ils s'appellent, les procédures sanitaires, etc. En catastrophe. Les protocoles, de se dire qu'en fait, les solutions, alors je ne dis pas que c'était des solutions, ça aurait été des solutions immédiatement applicables, mais viendraient et devaient venir en fait des premières personnes concernées sur les lieux de travail, sur les sites, etc. Et ça, je trouve que c'est un impensé criant, en fait, révélateur profondément du fonctionnement hiérarchique, inégalitaire et extrêmement condescendant de la société. Implication populaire, démocratie sanitaire, démocratie sociale. Un dernier point avant, je ne voulais pas être trop longue et je pense qu'on aura l'occasion dans la discussion d'approfondir, mais je voulais revenir sur un point particulier, sur des oubliés au sens territorial. Je vais parler de l'outre-mer, parce que donc dans le cadre, là, pour le coup, de la commission d'enquête coordonnée par Mathilde, Manu Bompard et Éric Coquerel, j'ai organisé aussi des auditions sur la question des Outre-mer, parce que je suis membre de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale également, et donc on travaille avec... en lien, y compris avec les équipes insoumises en Guadeloupe et en Martinique, donc depuis le début du mandat, et donc notamment sur la question sanitaire. J'ai l'occasion de me rendre en Guadeloupe et de rencontrer les collectifs de défense du CHU, du centre hospitalier de Guadeloupe, qui depuis novembre 2017 a subi un incendie. Du coup paralysé aux 3/4 à cause de cet incendie qui, à ce jour, en fait, n'a pas été réhabilité. Et donc, on a une situation sanitaire catastrophique et une mobilisation donc, des soignants, des personnels depuis 3 ans pour alerter en fait, sur déjà la situation sanitaire structurellement extrêmement déficiente en fait de toutes les infrastructures par rapport en plus à une population qui fait face à des risques sanitaires importants du fait de l'âge, du fait des types de pathologies importantes de cette population, de l'environnement aussi, parce que c'est un environnement qui subit des risques épidémiques de dengue, de différentes maladies et épidémies liées à la géographie et également en fait les risques
de catastrophes naturelles, etc., qui favorisent y compris le développement d'un certain nombre de maladies. Et donc déjà, en fait, les infrastructures sanitaires sont structurellement défaillantes, c'est particulièrement le cas en Guadeloupe et en Martinique. Vous avez aussi, au-delà de la question sanitaire, par exemple, la question de l'accès à l'eau, alors que c'était un des gestes protecteurs barrières qui ont été assénés depuis le début, se laver les mains, etc. En fait, on ne prend pas en compte le fait que, par exemple, aujourd'hui, dans plusieurs territoires ultramarins, en fait, il n'y a pas d'accès à l'eau pour des populations de manière récurrente parce que le système d'assainissement, etc., est défaillant. Donc on a en fait ces oubliés de la République depuis des décennies. On pourrait remonter dans l'histoire la situation y compris particulière de ces territoires. Et quand la crise arrive, qui sont démunis, alors il n'y a pas eu dans la majorité de ces territoires l'épidémie n'a pas connu le même niveau en fait que dans l'Hexagone, mais en Guyane par exemple, à La Réunion et à Mayotte, il y a eu des alertes extrêmement graves et on a vu en fait les défaillances importantes de la réponse administrative politique, avec en plus bien sûr une dimension extrêmement discriminante et raciste. Vous avez peut-être vu passer cette campagne menée par le préfet c'était Martinique, je crois, Martinique, voilà, où on expliquait en fait aux citoyens avec une imagerie tout droit sortie de l'époque coloniale avec 3 ananas pour expliquer que c'était la distance de sécurité. C'était 5, oui, voilà, parce qu'en fait, bien sûr, les Martiniquais ne peuvent pas comprendre si on ne met pas des jolies images de fruits. Enfin voilà, donc il y a ça. Il y a eu l'épisode aussi où le matériel qui a été envoyé, c'était là à La Réunion, était complètement usagé, pourri. Enfin, c'était inutilisable. Voilà, donc ça, c'est une autre dimension de ces impensés et qui révèlent en fait en creux des problèmes systémiques et structurels sur lesquels nous avons travaillé en formulant un certain nombre de réponses, mais je pense qu'on pourra dans la discussion approfondir. Je vous renvoie encore une fois aux 2 documents qu'on a produits avec un certain nombre de propositions, le plan de déconfinement et le rapport de la commission d'enquête qui développe sur ces points en particulier et sur lesquels je pourrais revenir dans la discussion. Bonjour à tout le monde. Je remercie la France Insoumise et l'équipe Droits Nouveaux et LGBTI de cette invitation. Donc, je suis Jérôme Martin avec Pauline Londex qui interviendra demain dans un atelier consacré à la relocalisation de l'industrie pharmaceutique. On a fondé en mai 2019 l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament qui faisait suite à une résolution prise à l'Organisation mondiale de la santé demandant à tous les États membres de faire la transparence sur tous les aspects de la chaîne du médicament. Notamment, c'est pas la seule chose, mais parmi les choses qui vont nous intéresser ici, sur la question du coût réel des médicaments, des subventions publiques à la recherche et des prix de plus en plus exorbitants affichés par l'industrie pharmaceutique. Et vous allez voir qu'il y a un lien donc, direct entre ce combat-là. Auparavant, donc, on avait été, moi 15 ans, elle 10 ans à Act Paris, notamment dans la Commission internationale, où on a beaucoup travaillé sur la question de l'accès au traitement et à la prise en charge et au dépistage et au diagnostic contre le sida, les hépatites, la tuberculose, dans les pays pauvres ou les pays à revenus intermédiaires, et accès aux soins qui est entravé par la question des prix des médicaments, des brevets, d'un système de brevets, de privatisation de la santé, mais aussi de discrimination et d'atteinte aux droits humains. Et c'est donc là-dessus que je vous propose d'essayer à partir de cette expérience-là, que je vous propose d'essayer de lire un peu cette question autour des oubliés. Alors quand j'ai commencé à préparer mon intervention, ça commençait à faire une liste de types de populations
oubliées, etc., qui ressemblaient à un catalogue. Et je me dis, non, mais on ne va pas lister les populations pendant 10 minutes, ça va pas être possible. Surtout qu'il ne faudrait pas oublier personne parmi les oubliés. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'essayer de voir un peu le système en partant de cette question-là, enfin, une réflexion. Est-ce que c'est vraiment des oubliés ? Est-ce qu'on parle vraiment d'oubliés ou est-ce que ce n'est pas plus précisément des populations qui sont cibles de politiques particulières qui sont incompatibles avec les impératifs de santé ? L'exemple qu'on donnait tout à l'heure, donc les déboutés du droit d'asile, au 31 décembre dernier, un arrêté ou un décret, je ne sais plus, a repoussé de 3 mois la possibilité qu'ils puissent recourir à l'aide médicale État, donc la couverture santé des sans-papiers. Ça leur fait un total de 6 mois par rapport à la situation précédente. Donc pendant 6 mois, ce sont des personnes qui restent sur le territoire français et qui ne peuvent aller que dans les dispensaires, les réseaux PASS, de Médecins du Monde, de MSF, qui sont des choses très très bien, mais qui ne sont pas le système de santé et de droit commun. Et donc ça retarde d'autant le dépistage de maladies évolutives graves. On a des chiffres qui sont très clairs sur le VIH, par exemple, où c'est dans ces populations-là qu'on a le dépistage le plus tardif, puisque les personnes ne vont pas quand elles ont des petits symptômes, elles y vont quand des symptômes graves, donc quand le sida est déjà déclaré, avec une tuberculose, avec voilà. Donc c'est bien ça. Et là, on voit bien que ce sont des populations qui ne sont pas oubliées. Ce sont des populations qui sont l'objet de préoccupations de l'État et simplement, ces préoccupations sont totalement incompatibles avec la santé. Et là, au passage, l'objectif affiché, c'est de faire des économies. Et on sait parfaitement que même si on adoptait cette logique-là, ce qui est déjà beaucoup faire concession aux droits humains et à la santé des personnes, mais même si on adoptait cette logique-là, on sait que c'est totalement faux, puisque précisément les gens vont dans le système de santé quand ils sont plus gravement malades, et donc ça coûte plus cher en fait. Donc rien que de cette... Enfin, voilà. Et donc on voit bien que là, c'est une rationalité qui est raciste, qui est à l'œuvre, et qui se donne des alibis économiques, mais qu'il y a quelque chose, et que donc on ne peut pas simplement regarder les aspects socio-économiques, on est obligé de parler en même temps, d'articuler ça, de le mettre à l'intersection d'autres formes d'oppression, LGBT, racistes, etc. Alors, il faut quand même parler des choix politiques économiques. On est dans un système où les biens de santé, la production des biens de santé, la recherche a été en très grande partie privatisée. En tout cas, les bénéfices ont été privatisés. Et ce système-là, à partir du moment où vous confiez les biens de santé, le diagnostic, les masques, les médicaments, les vaccins, etc., pour des objectifs qui sont ceux des lois de l'offre et de la demande, des profits des actionnaires, ce n'est pas les objectifs de l'intérêt commun, et ça ne marchera jamais. Et donc, de fait, privatiser, ce qu'on a accepté de faire depuis 25-30 ans, privatiser, on le sait, c'est accepter que notre système de santé produira des exclus. Et que cette production d'exclus s'articulera, se renforcera avec d'autres formes d'exclusion, racistes, sexistes, etc. Alors, pourquoi exclusion ? On peut donner des exemples très simples. Je vous dis que c'est un système privé, mais en même temps, c'est les pouvoirs publics qui paient énormément pour la recherche. Le laboratoire Sanofi, qui a fait un coup de pression il y a 2 mois en disant « Si l'État français et l'Europe ne me donnent pas plus d'argent, je réserve le vaccin qu'on est en train de chercher au marché américain. » Vous vous souvenez, Emmanuel Macron a dit banco. Le laboratoire Sanofi reçoit au seul titre du crédit impôt recherche, uniquement pour ça, 150 millions d'euros en moyenne par an depuis 10 ans. 1,5 milliard d'euros ont été donnés à Sanofi. Entre-temps, Sanofi, sur cette même période, a supprimé plus de 2400 postes de chercheurs, abandonné des pans entiers de recherche comme Alzheimer parce que c'était jugé non rentable ou que des concurrents privés étaient plus avancés dedans. Et il n'y a aucun aspect là-dessus. Donc nous, on dépense, l'argent public dépense, mais Sanofi empoche les bénéfices. Et c'est valable pour l'ensemble des produits. Vous avez sans doute entendu parler, si on peut parler d'exclusion, là encore des soins et des oubliés. Vous vous souvenez, en novembre dernier, ce tirage au sort pour des bébés pour une thérapie génique innovante du laboratoire Novartis, donc thérapie génique à 2 millions d'euros. Donc en Belgique, le laboratoire annonce un tirage au sort pour des bénéficiaires. 2 millions d'euros ce médicament qui a été découvert grâce à l'argent de l'INSERM, argent public français, et grâce à l'argent du Téléthon, argent caritatif en grande partie. Donc vous voyez bien comment ça produit, c'est que notre système de santé, il est ruiné par ça, entre la privatisation, le fait qu'on finance des bénéfices privés par le crédit impôt recherche ou par d'autres formes d'aide, et l'explosion des prix des médicaments que rien ne semble arrêter, rien ne semble pouvoir endiguer. Donc forcément, pour pouvoir sauver ça, il faut des politiques d'austérité, suppression de lits hospitaliers, remise en cause de l'assurance maladie, et là-dedans, il y a à chaque fois des laissés pour compte.
Donc le système que l'État entretient, tout en potentiel politique confondue, entretient de l'exclusion. Si vous rajoutez à ça le fait qu'en France, notamment, pas que, mais quand même beaucoup, il y a une absence totale et crasse de culture de santé publique, mais à tous les maillons de la chaîne, administratifs, médias, journalistes médicaux. Bon, évidemment, vous trouvez toujours des exceptions, mais voilà, l'idée de santé publique, elle n'est toujours pas là. Enfin, elle n'est toujours pas inscrite, et on en a des exemples constants tout le temps avec l'épidémie. Les leçons d'autres grandes épidémies, comme le VIH, n'ont absolument pas été tirées. Daniel en parlait tout à l'heure, notamment le fait d'inclure les premiers concernés. Donc si vous rajoutez à ça, cette question-là, si vous rajoutez le fait qu'on nage toujours au niveau des débats médiatiques avec comme critère une sorte d'universalisme abstrait qui fait que dès qu'on va parler de discrimination raciste, de discrimination homophobe, de discrimination sexiste, on est potentiellement accusé d'être communautariste, de vouloir de remettre en cause la République, etc. Alors qu'en fait, on est juste là pour dire mais non, liberté, égalité, fraternité, c'est des objectifs, mais en vrai, concrètement, ça n'est pas fait. Et donc il faut, pour pouvoir dire qu'il y a liberté, égalité, fraternité, il faut bien se centrer sur les inégalités et donc voir quels sont les facteurs des inégalités. Vous voyez bien qu'en fait, voilà, l'ensemble des diagnostics qu'on fait, il est très compliqué à poser dans l'espace public et dans les débats. Et peut-être avant de redonner quelques exemples justement d'exclus et d'exclusion dans ce système, deux choses. D'une part, donc l'intitulé c'était « Lutter pour les oubliés ». Mais je pense qu'il faut aussi partir de lutter avec les oubliés ou de lutter en tant qu'oubliés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles sont exclues, s'auto-organisent. Dans le cas de l'épidémie, alors je suis désolé, c'est très parisiano-centré, mais on a eu des exemples aussi divers qu'une plateforme queer, donc LGBTQI, sur Paris, qui a organisé de la solidarité via une plateforme sur Facebook, pour les personnes précaires, et notamment aussi des personnes hétérosexuelles, toujours sur cette idée de communautarisme. Les luttes minoritaires, elles profitent à tout le monde ensuite, donc le vrai universalisme, il se trouve en général plutôt là. On peut citer l'exemple de groupes d'associations transgenres travaillant avec et pour les prostituées travailleuses du sexe comme Acceptess, qui doit intervenir demain aussi, je crois, qui ont dû aussi s'auto-organiser. Il y a eu les Gilets Noirs qui ont dû faire donc un groupe de sans-papiers travaillant sur les questions, qui ont aussi fait des actions autour de la promotion de la santé publique, puisqu'ils faisaient partie, donc, notamment parmi eux, ce sont des sans-papiers, mais qui ont des contrats de travail avec des trucs comme Amazon, Uber, et qui donc étaient en première ligne d'être exposés, puisqu'on continue à les faire travailler sans masque, sans dépistage et sans rien. Et peut-être l'autre chose, c'est bien d'insister sur le fait que rien de tout ça n'est nouveau en fait. Et c'est vraiment très important. Tout ce qu'on est en train de dire, l'exclusion, elle est scandaleuse en soi. Si on prend l'exemple de Sanofi qui promettait uniquement un vaccin pour le marché américain en priorité, c'est scandaleux, tout le monde s'est scandalisé et c'est normal, sauf que c'est ce que fait l'industrie pharmaceutique depuis 25 ans aux malades du sida en Afrique, en Asie. On a dans le monde plus de encore 50% de personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas accès à un traitement pour les mêmes raisons que je vous ai indiquées. C'est encore plus pour la tuberculose. Et là, je vous parle simplement des médicaments de première génération qui sont super toxiques et moins efficaces. Si vous prenez les médicaments de dernière génération auxquels ont droit les malades, les séropositifs en France, on tombe à un chiffre complètement ridicule. Donc ce système-là de pénurie, d'exclusion, c'est celui qui fonde l'industrie pharmaceutique dans le monde. Donc scandalisons-nous, mais ne faisons pas comme c'était nouveau, et aussi demandons-nous pourquoi en fait on se pose la question quand ça nous arrive à nous et qu'on ne l'a pas plus posé auparavant. Alors juste, je ne sais pas s'il y a encore un petit peu de temps. Oui. Ouais. Si vous regardez un peu les conséquences de ce système en matière d'oubli, donc je vous ai indiqué le système de privatisation de la recherche, qu'est-ce que ça donne? Donc il y a eu l'exemple que je vous ai donné du vaccin de Sanofi, ça va donner quoi? Ça va donner que tout le monde dans la course au vaccin contre le Covid-19 est en train de cibler la même chose à l'intérieur du virus, une protéine qui est jugée la plus rapide à prouver. Ça se fait sans aucune coordination puisque c'est une course au virus, donc avec des essais qui vont être, qui vont pas être bons. Et donc il y a toutes les chances qu'on ait des produits qui seront mauvais. Et donc les personnes qui vont avoir le plus besoin dans le cas du Covid, les personnes pour qui le confinement c'est le plus difficile, les personnes âgées, les soignants, etc., vont là encore être les sacrifiés de cette recherche. Qu'est-ce que ça veut dire aussi une recherche qui n'est pas au service de l'intérêt de tous, c'est que on va faire tout pour exclure les personnes qui peuvent biaiser les résultats.
donc dans le cadre du VIH par exemple, mais c'est le cas de toutes les maladies qui concernent les deux genres, les deux sexes, les femmes sont sous-représentées dans les essais cliniques. Parce que voilà, la corpulence est différente, il peut y avoir des interactions spécifiques avec les hormones, donc ça gêne les essais, ça peut créer des effets secondaires indésirables, donc on fait tout pour sous-représenter les femmes dans les essais. Résultat, les médicaments arrivent et les femmes les expérimentent dans leur corps les essais indésirables. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait dans le cadre du VIH, et il faut s'assurer qu'on n'ait pas à le refaire dans le cadre du Covid, mais ça n'est pas donné. Et évidemment, il en est de même pour les enfants. Les médicaments pédiatriques, par exemple, c'est trop long à développer, c'est pas très intéressant. Et d'une façon générale, il en est de même pour toutes les maladies dites négligées. Elles sont négligées pourquoi? La dengue, la maladie du sommeil. Elles sont négligées pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans des marchés qui sont suffisamment rentables. Et si on prend l'histoire de la recherche sur les coronavirus, vous avez, alors on essaiera de vous envoyer ça, j'ai pas pu le faire avant, un témoignage d'un chercheur du CNRS, Bruno Canard, qui indique bien comment depuis 2003, il a essayé de travailler sur la famille du coronavirus. Donc il a lancé ce témoignage le 4 mars dernier, donc vraiment au début du confinement et de la grosse crise sanitaire. Mais en fait, on l'en a empêché, puisque d'une année sur l'autre, donc tout d'un coup, il y a le MERS, qui est une famille coronavirus, donc il y a un appel d'offres, il y a une grande aubaine, on se dit, et puis 2 ans après, y compris les pouvoirs publics disent « Ah ben non, c'est pas rentable », et donc on arrête les financements. Et donc on se retrouve avec une famille de virus qu'on aurait pu étudier, pour lequel il y aurait pu avoir des applications plus rapides pour ce nouveau virus. Voilà. Et très rapidement, donc le cadre que je vous ai donné, mais on en reviendra peut-être, a impliqué pénurie au niveau du dépistage, ce cadre privé qui a impliqué pénurie de dépistage, d'où le fait que tous les biais d'exclusion du dépistage ont été renforcés. Qui a eu accès au dépistage en mars, avril, mai? Parmi ceux qui auraient dû en avoir en urgence, personne. Et au lieu de dire on n'a pas de dépistage parce qu'on a fait des choix politiques, économiques depuis 30 ans qui ne fonctionnent pas, donc il faut qu'on priorise, c'est pas bien, mais quand même, l'État français a préféré ouvertement mentir en inventant une nouvelle doctrine de dépistage en disant on n'a pas besoin de dépister, exactement comme pour le masque. Donc résultat des courses, et peut-être, j'en avais encore beaucoup à vous dire, mais donc ça a rendu encore plus nécessaire un confinement total, qui aurait peut-être été moins dur si on avait eu une politique de dépistage un peu plus ambitieuse et nécessaire, et avec là aussi, en parlant d'oublier la pandémie, toutes les conséquences sociales que ça a eu. Conséquences psy, par exemple. Faut savoir qu'en juin-juillet, les services d'urgence psy des hôpitaux étaient aussi engorgés que ceux de réanimation en mars-avril, du fait des conséquences même de ça. Ça a eu pour conséquence ce que tu indiquais, dont on parlera, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, notamment pour les minorités sexuelles, avec un abandon total de l'État. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu pleurer et faire des lettres ouvertes à Marlène Schiappa pour qu'il y ait des fonds débloqués, pour qu'il y ait des hébergements d'urgence en plus pendant le confinement pour de jeunes homos. Quant aux politiques d'austérité, aux conséquences des politiques d'austérité, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire l'effet que ça a pu avoir. On a quand même eu des pénuries de médicaments essentiels dans les services, qui ont obligé à reprendre des tranquillisants, notamment aux EHPAD, parce qu'il les fallait pour sauver des vies. Donc une remise en question du droit de mourir dans la dignité pour les personnes, un sacrifice des EHPAD de toute évidence, et puis un sacrifice des autres pathologies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, avec les capacités très réduites qu'on avait d'hospitalisation, on a décidé qu'il ne fallait pas faire venir les personnes qui avaient un cancer pour lequel c'était tel problème, tel souci, etc. Avec des phénomènes où on a des témoignages qui arrivent d'autocensure des personnes qui se sentaient malades, qui n'ont pas contacté les hôpitaux parce qu'elles ne voulaient pas être à ce moment-là. Voilà, donc c'est les hospitaliers qui commencent à rassembler ce type de témoignages-là. Il y a une perte de chance immense pour des patients ayant des pathologies graves. Je ne vais pas continuer. Enfin voilà, on pourrait en parler pendant très très longtemps. Donc mais je pense que si on arrive, ce que j'avais dit en introduction, à bien se dire, c'est pas forcément des oubliés, c'est plutôt des personnes cibles de politiques qui sont totalement incompatibles avec la santé. Et si on en revient au fait que le système actuel, il engendre de l'exclusion et que c'est pas en l'améliorant un tout petit peu, c'est vraiment en le transformant totalement qu'on pourra lutter contre ça. Et le dernier point, donc vraiment de s'appuyer sur la parole des premiers concernés, des premières concernées. Merci beaucoup pour ces interventions très éclairantes de chaque côté de vos expertises. Moi, je vais un peu revenir sur les oubliés. Alors, j'ai un peu
conçu mon propos en deux parties. Une première partie sur en fait, le peuple, donc les gouvernés, qui nécessairement subissent les décisions des gouvernants. Et une deuxième partie, du coup, on va un peu plus s'intéresser du coup aux dominés parmi les dominés, aux gouvernés parmi les gouvernés, pour un peu spécifier un peu plus des catégories larges mais essentielles qui ont du coup été particulièrement touchées par cette épidémie, mais par aussi des épidémies précédentes. Du coup, on a pu se rendre compte à quel point la communication de crise, en fait, elle est essentielle pour quand on est gouverné. On a vu Macron qui nous parlait toutes les 2 semaines, chose qu'il n'avait jamais faite pour préciser des éléments et en fait dérouler un agenda politique qui était le sien et du coup essayer de contrevenir à cette espèce de cacophonie gouvernementale qui avait lieu auparavant. Et donc effectivement c'est venu poser une question pour moi qui a été centrale. C'est en fait comment est-ce qu'on peut réussir à faire confiance à nos gouvernants. Auparavant, on a le gouvernement qui nous dit non mais les masques ça sert à rien, sans parler de la démission de la ministre de la Santé au passage, en pleine crise, et après on nous rabâche le masque. Et en fait cette question de la confiance en nos gouvernants, elle est systématique et elle est primordiale dans les périodes d'épidémie. Si on regarde un peu du point de vue historique, ben, malheureusement, si on devait répondre à cette question, peut-on et doit-on faire confiance à nos gouvernants? Malheureusement, l'histoire nous dirait non. L'histoire nous dirait non parce que si on reprend le cas de la grippe espagnole qui a eu lieu en 1918-1919, je ne sais pas si vous savez un peu pourquoi est-ce qu'on appelle la grippe espagnole, alors que l'épidémie n'a pas du tout démarré en Espagne. Il semblerait qu'elle ait démarré en Chine, qu'elle a ensuite été importée aux États-Unis, et les militaires américains étant mobilisés en Europe ont importé la grippe espagnole. Et c'est seulement que l'Espagne, comme elle ne participe pas à la Première Guerre mondiale, était le seul pays d'Europe à contribuer en fait à la recherche et à publier librement, notamment dans les médias. Il y avait un travail gouvernemental de recherche sur cette épidémie. Et donc tous les pays d'Europe qui étaient engagés dans la Première Guerre mondiale, du coup, engagés dans la propagande de guerre, on appelait ça la grippe espagnole. Comme s'il n'y avait que l'Espagne qui était touchée, il n'aurait surtout pas fallu voir que en fait, la grippe faisait des milliers de contaminés, des millions de contaminés en Europe, parce que la priorité c'était vraiment la sauvegarde de la nation et du coup finir cette Première Guerre mondiale, comme si on n'aurait pas pu non plus mener les deux choses de front. Donc là on voit bien qu'on peut avoir de la part du gouvernement un biais tout simplement politique. En termes de priorité, la sauvegarde de la nation et la guerre étaient plus importantes que la survie des populations et notamment des personnes aussi qui étaient soit les hommes au front ou derrière les femmes et les enfants qui restaient du coup en civil. Lors de l'épidémie de VIH, du coup, qui a commencé en 1980, enfin qui a été officialisée en 1981, on a commencé par appeler ça le cancer gay. Vous inquiétez pas, vous couchez pas avec des mecs, vous êtes pas concerné par cette épidémie. Du coup, ce qui a engendré du coup toute une contamination qu'on aurait pu anticiper, particulièrement typiquement des femmes, des personnes, des usagers de drogue, etc. En plus de cette appellation du coup qui nous a fait mentir sur la réalité de cette épidémie, on a eu aussi de l'inaction. C'est l'existence même d'Act Up Paris. C'est l'absence complète de volonté politique de réagir face à cette épidémie qui touchait une population dont on s'en fiche qu'elle vive ou qu'elle meure.
L'affaire du sang contaminé aussi, on pourrait revenir dessus. Mais si on revient sur le Covid aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une défiance politique dont on discutait tout à l'heure sur, par exemple, les anti-masques. Et donc, en fait, pour moi, de quoi les personnes qui refusent le masque sont-ils le reflet? Bon, voilà, justement, ils sont le reflet de cette question de la légitimité du pouvoir. Et malheureusement, évidemment, je ne suis pas là pour cautionner les anti-masques, mais si on regarde un peu ce qu'ils reflètent, je pense qu'il faut le regarder avec attention, et ils y voient ils portent le reflet d'une volonté de reprendre le pouvoir sur leur vie. Alors, du coup, malheureusement, ça se fait au détriment de la santé publique et de leur protection et de la protection des autres, évidemment. Mais pour moi, les seuls responsables de ça, des faits qu'il y ait des personnes qui refusent le masque aujourd'hui, c'est la faute du gouvernement, d'avoir mis dans son agenda des priorités qui étaient autres que la vie et la survie des concitoyens ici. Donc, comme je disais, on a vu plusieurs éléments, des priorités qui sont soit ceux de la morale, est-ce que c'est bien d'être homosexuel ou pas, donc on oublie, ceux de la guerre, d'une défense de la patrie, ou encore des intérêts économiques aujourd'hui. Alors bon, heureusement parce que je suis un peu en train de déprimer tout le monde, excusez-moi. Heureusement, on a quand même des leviers et des champs d'espoir sur comment est-ce qu'on peut justement avoir des contre-pouvoirs, des contrepoids à des intérêts particuliers. Donc bon, évidemment, l'opposition politique, ça je vous l'apprends pas. On a aussi quand même l'Organisation mondiale de la santé qui, on peut critiquer à plein d'égards, néanmoins elle a fourni quand même partout dans le monde des indicateurs et des éléments à toute forme d'association collective, même personnellement. Moi, parfois, je regardais sur le site de l'OMS pour voir un peu où en étaient les éléments, pour être sûr d'être bien informé. On peut aussi évidemment parler donc des associations et de la communauté scientifique, mais du coup une autre des réponses justement, c'est tout ce que ça a développé tout à l'heure autour de la question de ce qu'on appelle la santé communautaire. Du coup, la santé communautaire, donc en fait c'est juste tout simplement la question de la démocratie dans la santé. Comment est-ce qu'on intègre les malades dans le processus de décision et de suivi des maladies? Donc tout ça, ça a été notamment développé autour du VIH, parce qu'on voit bien, dès qu'on est malade, on est très concerné par notre survie, évidemment. Donc on connaît très bien nos pathologies, les effets secondaires, la manière dont on se ressent, mais aussi, on va aussi beaucoup plus de l'avant sur la maladie, on rencontre d'autres personnes, et donc on a un niveau de conscientisation aussi sur la maladie et de vécu qui est indispensable pour pouvoir mieux comprendre et mieux analyser les maladies en cours. Maintenant, pour venir un peu sur les dominés parmi les dominés, dans notre famille politique, on sait très bien, évidemment, qu'il y a tout cet élément qui est évidemment la pauvreté, qui va être un facteur social très important d'inaccès à la santé et de pouvoir se soigner correctement au bon moment, et d'être dans des conditions aussi qui ne favorisent pas le développement des épidémies, des maladies. Donc je pense que je vais passer un peu rapidement dessus, puisque on sait très bien le fort taux de non-accès à la santé, le fait d'avoir des logements exigus, d'être à 5 dans un appartement fait pour 2 personnes. On imagine très bien comment ça favorise les contacts, et notamment, plus on est précaire, plus on a des boulots précaires en première ligne. Et donc, face au Covid, évidemment, une potentialité de contact très, 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 très forte avec le virus, et du coup, de pouvoir aussi la transmettre plus facilement à ses proches. Et donc, ce facteur social, donc la pauvreté, et donc, c'est intéressant de pouvoir aussi croiser avec, comme on a pu un petit peu en discuter,
la particularité que pouvaient avoir les femmes, donc les personnes LGBTI et les personnes racisées en situation de handicap. Pour les femmes, on a je pense que particulièrement le confinement qui a été quand même globalement assez difficile, puisque tout d'un coup, en plus des charges particulières sont venues s'accumuler de nouvelles charges. Je pense particulièrement au suivi de l'éducation et de l'école, en plus du télétravail, pour celles qui étaient en télétravail, sinon il y avait en première ligne et après on revient à la maison sans masque et puis il faut suivre si les enfants ont bien pu avancer avec l'instituteur ou l'institutrice. Et donc une charge mentale qui a été énorme. Et donc je pense qu'il y a tout un aspect psychologique, notamment qu'on va commencer maintenant à voir et continuer. Et par ailleurs, du coup, des effets en termes de réflexion aussi féministes qui vont aussi pouvoir se décoincer. J'ai vu notamment un article sur le port du soutien-gorge, tout simplement, où les femmes ont plus facilement j'ai tendance à ne pas porter de soutien-gorge suite au confinement. Donc il y a des effets aussi comme ça féministes qui sont inattendus et vont continuer du coup à permettre d'avancer un peu plus vers l'égalité, mais au prix de fortes complications. Je disais du coup tous les métiers à prédominance féminine, hein, évidemment, la question du soin, la question du coup, on va penser aux caissières, aux femmes de ménage, mais en même temps aussi les femmes qui sont toujours les plus précaires, plus de CDD, plus de temps partiel, et donc qui sont aussi toujours les plus à même de ne pas être, d'être licenciés, de ne pas être renouvelés dans leur contrat, que c'était le cas ou que ce soit à venir. Des difficultés particulières aussi pour les personnes LGBTI. Alors a priori, comme ça paraît pas forcément évident, mais en fait, il y a quand même quelques éléments, notamment qui en fait se ressemblent beaucoup en fait avec les femmes, puisque il y a des formes d'oppression communes qui se reflètent aussi sur les personnes LGBTI typiquement. Quand on parle des métiers à prédominance féminine, on retrouve aussi souvent beaucoup de personnes LGBTI dans ces métiers-là, puisque on sait très bien qu'il y en a beaucoup dans les métiers du soin, dans les métiers première ligne, dans les questions de tout ce qui est service à la population, que ce soit au restaurant, dans les bars, etc. Donc aussi les LGBTI qui sont plus souvent en première ligne que les personnes non LGBTI. On a toutes ces questions dont on discutait, la question des violences familiales, et avec l'exclusion dont a très bien parlé Jérôme. Sur une étude aux États-Unis, hein, c'est Human Rights Campaign, hors confinement, épidémie, on a 40% des jeunes sans toit qui sont LGBTI. Donc je pense que ça paraît assez évident pour tout le monde que c'est un chiffre complètement disproportionné. Et du coup, toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur le niveau sanitaire et sur le niveau sanitaire, social et psychologique. Du coup, une dernière partie sur les LGBTI qui est la question du coup de la santé, puisqu'il y a aussi des particularités hein, qui sont parfois un peu étonnantes. Toujours selon la même ONG, hein, Human Rights Campaign, on a 21% des LGBTI qui souffrent d'asthme contre 40% des non-LGBTI. Et donc, des maladies qui sont plus prégnantes parfois, mais du coup, on sait très bien que l'asthme est un facteur aggravant avec le Covid-19. On pourra parler après du diabète, par exemple, pour les personnes racisées aussi. Et donc, toute ce qu'on va appeler la comorbidité, c'est l'ensemble des facteurs qui vont se décupler face à une maladie, quelque chose qui est aussi du coup très prégnant avec le VIH. Je vais terminer en parlant un peu des personnes du coup des personnes racisées. Très rapide. Enfin, je vais essayer d'avancer parce que on va laisser quand même un peu de temps aussi en question-réponse avec la salle qu'on puisse échanger.
On a plein d'études, du coup, particulièrement aux États-Unis, qui ont montré une surmortalité très forte de la population afro-américaine, mais qu'on retrouve aussi en France, de manière non dite. Quand on voit la surmortalité en Seine-Saint-Denis, on sait très bien que, en même temps, on va donner des chiffres sur la surmortalité, et à côté, on sait très bien que, il faudrait que je revérifie, c'est un enfant sur 2 ou un enfant sur 3 qui a une nationalité autre que française. Donc ça peut être en plus ou simplement une autre. On a ces chiffres, quand on les croise et qu'on les met ensemble, c'est évident qu'on a une surmortalité aussi des personnes noires en France. Donc ces gros soucis d'accès à la santé, donc évidemment ils viennent du fait que, de par l'ensemble des discriminations, de par l'ensemble des parcours, les discriminations à chaque moment de la vie, discrimination d'accès au logement, discrimination face au travail, elles mènent plus aussi à la précarité et à la pauvreté, et du coup à développer des problèmes de santé, par exemple, pour le renoncement aux soins, etc. Enfin voilà, ça, les éléments se recroisent souvent, on en revient souvent aux mêmes choses. Simplement, on voit bien qu'il y a des types de populations qui sont du coup plus particulièrement touchées du fait de l'accumulation des difficultés, des complications sociales. Donc j'ai parlé de la surpopulation. Je ne vais pas développer énormément dessus parce qu'il me manque un peu des éléments, et je vous inviterai à vous pencher un peu sur la question par la suite. Je ne sais pas si on peut passer peut-être aux questions-réponses. Donc oui, on va essayer de faire une... Ouais. On va essayer de faire d'alterner en termes de genre les questions. On va vous laisser prendre les questions et puis on répondra à la fin. Bonjour, je suis Ghislaine de Sète. Voilà, je suis auxiliaire de vie et je voulais vous donner un petit peu mon témoignage, poser une petite question à la fin. Voilà ce qui s'est passé pendant le Covid. Il s'est passé que notre boîte a fermé. Les filles se sont retrouvées devant la porte et elles me téléphonaient. Je suis syndicaliste. Elles sont retrouvées comme ça devant la porte. Elles m'ont appelée, un peu affolée, tout ça. Je leur ai dit, écoutez, appelez le bureau, tout ça. Bon, pendant cette période, on n'a pas eu de masque pendant peut-être 15 jours, 3 semaines. Après, ils ont eu les masques. Ça s'est ouvert, mais vraiment difficilement. Ça a été une période assez compliquée où il a fallu soutenir, pas le bureau, mais moi, que je soutienne les filles, que je les encourage, parce qu'elles avaient peur. Il y en avait certaines qui partaient en bus. Elle disait, Ghislaine, comment on fait? J'ai peur dans le bus et tout. Voilà, donc on s'est mis... comment dire? C'était une période assez compliquée. Ensuite, ce qui s'est passé, on a eu quand même, pendant cette période, pendant qu'on conduisait, qu'on allait un peu partout voir nos personnes âgées pour les rassurer et pour les aider, on était souvent arrêtés par... C'était le seul moment, j'ai trouvé, de reconnaissance pour les auxiliaires de vie, où la police nous disait, quand ils nous arrêtaient, parce qu'ils nous arrêtaient au carrefour pour qu'on donne notre feuille, « Oh, vous êtes auxiliaire de vie, allez-y !» Voilà, on était... bon. Et après cette période de Covid, je me suis dit, quand même, il faut pas relâcher. Donc on a demandé avec les filles d'avoir un entretien avec notre directeur. Et notre directeur, j'ai proposé, j'ai dit, comme nous avons travaillé pendant toute cette période, ça serait normal qu'on ait que les filles aient une compensation. Il nous a dit, non, c'est impossible, non, c'est pas possible. Alors ce qu'on a fait, on n'a peut-être pas manqué de culot, on a écrit à notre PDG O2,
notre PDG, on a envoyé un mail en disant, voilà, nous sommes 13... D'abord, j'ai écrit au Midi Libre un mail en leur disant, voilà, 13 auxiliaires de vie en colère, voilà tout ce qui s'est passé. Le lendemain, le journaliste m'a appelé, a dit, est-ce que vous pouvez faire une interview? Le lendemain, on a eu une interview et on est passé dans le journal, comme ça, voilà. Ça a été une surprise pour nous, voilà. Ensuite, on s'est dit, bon, on a l'interview, on se dit, ça suffit pas pour les filles. Alors, je me suis dit, on va directement écrire au PDG. On a écrit au PDG, il nous a répondu. Il nous a répondu en disant, je vous entends, je vous comprends, je vais contacter le directeur pour que vous ayez quelque chose. Et vous savez ce qu'on a eu? 1 euro par heure travaillée. Voilà ce que nous valons, les auxiliaires de vie. 1 euro d'horaire travaillé pendant le Covid. Voilà. Enfin, j'avais appelé le conseil général, conseil départemental, bien sûr, c'est pas possible. Voilà. Alors, ça a été une période quand même où, même si on a obtenu cette petite compensation, je me suis dit quand même, ça a été la seule période où en 30 ans de métier, c'est la seule fois où on a obtenu quelque chose, nous les auxiliaires de vie, parce que généralement, on n'a que le minimum du minimum normalement de ce qu'on a droit. On n'a jamais plus, c'est toujours non, c'est toujours non. Et quand même, dans cette petite satisfaction, on a eu un petit oui, donc les filles ont été, voilà, la bataille a été quand même un petit peu gagnée. Voilà. Alors ce que j'aimerais poser comme question, c'est maintenant, parce que ça a été un petit moment comme ça, mais c'est vite aussi retombé. Maintenant, on est à nouveau dans les oubliettes. Les filles, il faut retravailler, vous avez, voilà, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Alors j'aimerais savoir comment maintenir un peu cette pression, un petit peu, et aussi comment faire pour avoir un petit peu cette reconnaissance quand même. Nous sommes quand même un métier essentiel, un métier que j'aime, que la plupart des filles aiment, hein, mais c'est quand même un métier où on est très mal payé, où la moyenne du salaire médian est de 700 euros quand même. Donc quand on pense à ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que ma question c'est comment maintenir et aider ce métier essentiel à être valorisé, à être porté pour qu'il soit reconnu. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Mokhtaria, je suis médecin généraliste à Vaux-en-Velin, donc Vaux-en-Velin qui est la ville la plus pauvre du Rhône. Vous avez parlé de démocratie tout à l'heure, Monsieur Martin. Vraiment, je veux vous dire que démocratie, il n'y a pas de démocratie. On nous avait fait n'importe quoi en début de crise épidémique, c'est-à-dire que les gens venaient nous demander des tests, on nous a dit de ne pas les faire, seulement aux personnes les plus fragiles. Donc nous, on nous a donné des consignes imbéciles qu'on a été obligés d'appliquer. C'est-à-dire que les gens venaient demander des tests, on devait dire non. C'était horrible. Quand on avait des cas Covid positifs, moi j'en ai eu 74, on nous a dit de les renvoyer à domicile, mais on savait bien que c'était de la connerie et qu'ils allaient contaminer les proches. Mais du coup, faute de moyens, on les a retournés à domicile. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a aucune organisation des soins en France. Donc ça fait 15 ans que je suis médecin généraliste, je le sais. Et pendant le Covid, ça a été complètement aggravé. On s'est tous débrouillés. L'hôpital s'est débrouillé à pousser les murs. Nous, en ville, à Vaux-en-Velin, on a créé une ligne Covid tout seul, bénévolement, pour accueillir les gens. Et juste pour vous dire que je suis tellement heureuse d'entendre ce que j'ai entendu, les oubliés sont oubliés tout le temps. Et ça a été encore pire pendant le Covid. Je voudrais juste parler de quelques populations cibles. Les mamans solo. Les mamans solo, le 15 du mois, elles ne pouvaient plus acheter à manger aux enfants. Donc des fois, les professionnels de santé, on a donné de l'argent aux mamans parce qu'elles n'avaient plus rien, parce qu'elles n'allaient plus à la cantine où c'est pas cher. Voilà. J'ai une maman de 6 enfants qui a un portable pour 6 enfants. Les devoirs se terminaient à 3h du matin. Voilà. Les femmes battues se sont retrouvées
avec leur agresseur chez elles. Donc on faisait des téléconsultations tous les jours pour prendre des nouvelles. On parlait avec des codes. Est-ce que ça va ? Et elles ont accepté de venir en consultation malgré la peur parce que ça les faisait sortir du domicile. Les mamans porteurs d'enfants handicapés, les mamans qui ont des enfants porteurs de handicap, tout s'est arrêté. Donc les mamans qui avaient 2 enfants autistes, plus d'hôpital de jour, plus rien, elles se sont retrouvées à domicile et souvent c'est des mamans solo. Les patients Alzheimer qui vont en hôpital de jour, moi j'ai une dame qui se faisait taper par son mari parce qu'il la reconnaissait plus et je n'ai rien pu faire. D'habitude on a des services d'hospitalisation pour hospitaliser les patients Alzheimer. Tous les services étaient Covid, donc je la renvoyais, à chaque fois que je la voyais se faire taper par son mari qui la reconnaissait plus. Donc c'était vraiment catastrophique. Et les enfants handicapés qui allaient en IME, des fois, ils restaient à la maison, donc ça a vraiment été terrible. Et ça témoigne de notre impuissance, c'est-à-dire que nous, on a gueulé, on a appelé l'ARS, on a appelé le ministère de la Santé, et on n'a vraiment aucun pouvoir, parce que quand on a été encore plus dans la merde, on ne nous a pas écoutés. Et j'aimerais aussi dire qu'on a eu des pressions pour les arrêts maladie, c'est-à-dire que les patients venaient, me disaient on n'est pas en sécurité dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas de distanciation sociale, je les arrêtais et je devais à chaque fois m'expliquer. Oui, mais pourquoi vous l'arrêtez ? Parce que, et j'ai jamais vu ça en 15 ans, mais n'arrêtez pas les gens, il faut que la société tourne, il faut qu'ils aillent travailler. Mais oui, mais merde, mais dans de bonnes conditions. Moi, j'en vois pas quelqu'un travailler dans de mauvaises conditions, donc vraiment, on n'a aucun pouvoir. Parce que j'ai plein de fonctions, et malgré toutes les fonctions que j'ai, on n'a pas été écouté. Vraiment, on s'est dit, on est complètement coupé. Il n'y a eu aucun moyen. Juste dire qu'une boîte de 50 masques, ça coûte 2,29 € et une boîte de 50 gants, c'est 1,27 €. Donc quand on a vu les prix, nous qui les achetons tout le temps, on a halluciné. On nous a accusés de ne pas les acheter nous-mêmes, sauf que dès qu'il y a eu la crise, il n'y avait plus moyen de se fournir, c'était interdit, et on était obligé de passer par les canaux. Et la dernière chose, on a attendu 3 semaines pour avoir des masques. J'ai ma collègue infirmière et son fils de 15 ans qui ont été hospitalisés en réa, et j'ai une collègue sage-femme enceinte qui a été malade. Voilà, on a été abandonnés. Moi, j'ai eu de la chance, je vais bien. Mais vraiment, c'est là qu'on se dit qu'on n'acceptera plus. En fait, on acceptait depuis 15 ans en se disant on va faire au mieux, et après le Covid, on n'acceptera plus. Voilà. Et donc, ma question aussi, c'est peut-être essayer d'organiser les soins en France, parce que le gouvernement a fait comme s'il donnait des directives. L'hôpital s'est démerdé tout seul, la ville s'est démerdée tout seul. C'est comme un avion, il n'y a pas de pilote, et c'est divisé en 3. Il y avait l'hôpital, il y avait les soins de ville, et il y avait tous les pauvres caissiers, les gens qui ramassent les poubelles, et tout le monde s'est organisé tout seul, et ils n'ont rien fait, à part pavaner dans les médias pour dire qu'ils organisaient alors qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est inadmissible qu'on ne soit pas organisé, et il faut en tirer les leçons et essayer d'organiser. L'ARS, à part nous envoyer le nombre de masques auxquels on avait droit, ils n'ont rien fait pendant 6 mois. On a été tout seuls, et si on s'en est tiré, c'est avec la population, nous et la population, parce qu'on est la population, mais c'est certainement pas le gouvernement. Voilà, donc peut-être penser à l'organisation des soins, parce qu'on ne revit pas ça, c'est pas possible. Et on ne se taira plus jamais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est en dessous, il y a un bouton rouge, il est un peu caché. Ouais. Et normalement sur l'écran, il réagit. Merci. Oui, tu as posé la question tout à l'heure des relations entre politique et santé. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'étonne, et bon, j'espère ne pas être la seule, c'est de ne pas entendre parler du tout du traitement de l'EHU de Marseille, bon, qui est quand même une question fondamentale, en politique également. Quand on voit Agnès Buzyn, donc, qui avait classé en substance vénéneuse ce traitement, et qui a été convoquée à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez vu la commission d'enquête. Et quand on lui pose la question « Pourquoi avez-vous donc classé en substance vénéneuse l'hydroxychloroquine ?», tout ce qu'elle trouve à répondre, Agnès Buzyn, c'est « J'ai toujours pensé que les Français prenaient trop de médicaments ». Je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est
pas abordé à l'intérieur de la France insoumise. Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est que pendant la crise du Covid, les seules vidéos conséquentes, entre guillemets, mais que j'ai regardées, par rapport aux faits uniquement, hein, les éléments, les faits, les chiffres, elles étaient faites par le Front National, donc ça me fait bien chier quand même. Et voilà, donc je voulais voir si on pouvait débattre un peu de cette question-là, qui me paraît une question éminemment politique, dans la mesure où on sait que ce traitement, il ne coûte rien. Voilà, donc pour moi, c'est absolument politique. Et par rapport à tous les gens qui sont morts et qu'on aurait pu éviter. En dehors de toute polémique, hein, je pose ça. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça n'est pratiquement jamais abordé. Et c'est ça qui m'ennuie. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est pour tous les exclus. En fait, le Covid risque de toucher beaucoup plus tous les gens pauvres, tous les gens exclus dans tous les pays. Et c'est la division de la population. C'est-à-dire qu'avant, déjà, les gens pauvres, il y avait une différence d'appréciation, de contact. Mais maintenant, avec la peur d'attraper le Covid, et ça va être terrible, quoi. Moi, on est dans une commune assez riche, et c'est horrible. Je sens, imperceptiblement, mais je sens une espèce de... Il y a de nouveaux parias, quoi, chez nous. Et comment, en tant que militant FI, qu'est-ce qu'on peut... Même tout petit, mais qu'est-ce qu'on peut faire autre que dénoncer? Parce que dénoncer, je le fais à titre individuel, mais ça ne me suffit pas. J'ai très, très, très peur de ça et de l'amplification et qu'il y ait des parias dans notre pays, quoi. Alors, moi, je suis assez d'accord avec la personne par rapport à l'UH de Marseille. Donc, j'aimerais bien qu'on en... Enfin, voilà, toute la polémique autour de la chloroquine. Les grands oubliés aussi, c'est quelle politique pour les sans-abri, parce qu'eux, on n'en parle plus du tout. Les gens à la rue, comment on fait pour les masques, pour le gel, pour aller aux toilettes, pour se doucher, voilà. Et moi, je voudrais aussi dire que... est-ce que des études, maintenant, c'est le masque tout le temps, partout, y compris dehors? Pour moi, c'est une grosse aberration, parce que je trouve que c'est abusé. Là, je me sens complètement manipulée, et j'ai envie de dire que j'ai envie de faire mon insoumise, parce que l'insoumission, ça va aussi jusque-là, parce que derrière, on est au bord de la rivière, et on craint rien. Personnellement, j'ai entendu un médecin sur une interview qu'on ne verra pas dans les vidéos mainstream, où on dit que le port du masque tout le temps, partout, peut être aussi dangereux pour la santé, personnellement pour la mienne. Donc je voudrais savoir si des études vont être faites au niveau médical sur le port permanent du masque et ses effets sur la santé. Parce que respirer du gaz carbonique toute la journée, c'est-à-dire tout ce qu'on rejette, le respirer, je me demande à quel point ça ne peut pas aussi être dangereux pour la santé. Des études vont être faites par rapport à ça. Voilà, parce que je pense que pour certaines personnes, y compris pour les personnes immunodéprimées, ça peut être très dangereux. Voilà, donc c'est pourquoi moi je le porterai comme ça, parce que je n'ai pas envie de mettre en plus ma santé en danger. Et là, je trouve que c'est carrément abusé, et je ne veux pas être un mouton manipulé. Bonjour, j'ai une question. Je voudrais savoir si l'efficacité du masque est avérée. Ensuite, j'avais lu dans le journal La Vie une enquête où on voyait l'engorgement des hôpitaux d'un hôpital de Paris. On voyait aussi les camions de l'armée qui chargeaient des gens pour les dispatcher ailleurs. Et les cliniques privées qui disaient on a 4000 lits libérés
Pourquoi est-ce que vous ne nous amenez pas les malades et les gouvernements de dire vous n'êtes pas habilité à le faire. Voilà l'enquête que j'avais vue. Ensuite, tout au début du Covid aussi, j'ai lu une enquête d'un journaliste de la revue La Vie aussi qui disait les coefficients, les pourcentages de risque qui étaient de 80% pour la grippe aviaire, 60% pour le VIH, 20% pour la grippe saisonnière. Je ne sais plus exactement, c'était tout au début, c'était début mars. Et un pourcentage infime pour le VIH. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur tout ça? Parce que là, je n'y comprends rien. Merci. Ouais, je ne sais pas s'il y a lieu dans cette assemblée de discuter sur l'intérêt du masque ou autre. On n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, on a à reprendre cette question des oubliés. Et moi, j'ai une expérience assez tragique, tout à fait récente. C'est une amie qui est morte d'une maladie qui est très grave et qui ne se soigne pas, qui n'a pas de médicaments. C'est la maladie de Charcot. Et on s'est dit avec sa famille, mais il y a quand même un problème, c'est que les services, les entreprises, les laboratoires qui font les médicaments engagent des recherches probablement pour des populations dont la fréquence, le nombre est suffisamment important pour qu'il y ait un profit qui sera retiré. C'est quelque chose qui montre bien le caractère prédateur de l'économie capitaliste. On ne s'intéresse qu'à ce qu'il rapporte. Et les dominés en particulier sont les plus visés, sont la cible de cette prédation. Et je me disais, on ne peut pas, un peu partout je crois, au cours des amphis, on va relever le caractère prédateur de l'économie capitaliste, mais à un moment, il faudrait bien qu'on trouve la manière d'arriver de lutter contre ce caractère prédateur pour protéger les populations, et c'est particulièrement le problème en matière de santé. Est-ce qu'il est possible d'envisager une lutte forte pour que soit mise en place, puisque le plan aujourd'hui n'est plus que seulement l'affaire des communistes, puisqu'on commence à dire que le plan est peut-être quelque chose d'intéressant, est-ce qu'il ne serait pas possible d'installer un système qui planifie les recherches et qui planifie et qui contraigne les laboratoires à faire des recherches justement sur les médicaments qui sont nécessaires et sur les traitements qui sont nécessaires pour les porteurs de maladies orphelines? Je crois qu'il faut partir de ce constat pour dire que, si c'était dit un petit peu là, à droite, qui sont les populations aujourd'hui? Ce sont les populations qui sont dans l'extrême pauvreté. Je militant notamment sur les quartiers populaires, et je pense qu'effectivement les phénomènes d'isolement face au Covid, mais les phénomènes d'isolement tout simplement par rapport à la pauvreté. C'est évoqué par Madame Médecin, notamment, les familles qui ont tout souci aujourd'hui de pouvoir se nourrir tout simplement, de savoir que la vie sociale qui va naître à la suite du Covid va être terrible pour ces populations, parce qu'effectivement ça accentue le chômage, et il va falloir effectivement qu'on soit présent et qu'on agisse. Alors moi, j'aurais une solution, parce que la patrie, c'est ça, il s'est passé des choses dans le Covid, entre les gens, et je crois qu'il faut aller les chercher, il faut aller les chercher, les comprendre, et les organiser encore plus qu'elles ne se sont organisées. Voilà. Je pense que ça, c'est une solution. C'est une solution, effectivement.
du coup, je vais rapidement, puisqu'on est en fin de temps, et puis il faut un petit battement. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est un peu la question de la planification, parce que il y a le problème structurel de la santé, effectivement, où à la fois, en tant qu'individu, en fait, il y a ce que tu disais, où la personne concernée, le patient, la personne malade, est la première personne, la première acteur et actrice de son soin et de sa thérapie. Et alors qu'en fait, on a un système de santé où cette personne-là, elle est rendue impuissante, en fait, elle est souvent infantilisée, et en fait, il y a cette toute puissance de la technique, de la médecine, etc., qui surplombe et qui domine, en fait, la personne. Et ça, encore plus quand on a des vulnérabilités économiques, etc., mais déjà, en fait, dans le fonctionnement même de la santé qui est plus curative que préventive, enfin, il y a tout ça à repenser. Je pense que cette situation met en lumière cela. Et je crois que dans ce qu'on évoquait sur les expériences de santé communautaire où on donne les moyens, et en fait c'est vraiment l'antithèse de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de culpabilisation des individus, où on dit si vous ne faites pas ça, vous êtes la cause du problème de la diffusion. Alors qu'en fait, on n'a jamais donné aux individus les moyens d'être véritablement acteurs. Et en fait, nous, on est celles et ceux qui ne sont pas des collectivistes contre l'individu, mais on dit qu'il faut donner les moyens collectifs à tout le monde pour être acteur et actrice. Et donc, du coup, il y a une inversion comme ça qui sert en fait à culpabiliser les gens et à déculpabiliser le système et les gouvernements qui ont mis à bas la santé et surtout qui ont construit une santé publique, effectivement, qui s'appuie énormément sur les grands groupes pharmaceutiques, etc., ça a été dit, sur la technicalité, sur une médecine toute puissante, y compris qui est problématique pour les acteurs de santé eux-mêmes, les aides-soignants, les médecins, etc. Et donc il y a ça à repenser, et je pense que pour moi c'est un levier parce qu'on a des points d'appui dans l'expérience de cette crise et des crises épidémiques précédentes, que ce soit en France, mais au niveau international. Et je vais finir là-dessus. J'ai particulièrement été interpellée par votre intervention, ce sentiment d'impuissance, en fait, alors que pour moi, un des éléments de cette crise, c'est en fait l'extraordinaire mobilisation collective, l'extraordinaire force individuelle et collective des gens. Je pense qu'il faut se le répéter, en fait. C'est nous qui avons mis un coup d'arrêt, en fait, à la première vague. Ce sont les gens, en fait, qui, justement, que ce soit les soignants, que ce soit les femmes de ménage, etc., sans les moyens qui devraient être celles, y compris dans des pays économiquement super riches, etc. C'est quand même hallucinant que tous ces grands États développés, etc., soient mis à l'arrêt sur un tel élément. On pensait qu'il y aurait des météorites ou, enfin voilà, l'apocalypse. L'apocalypse, c'est ça quand même. C'est ce virus-là qui aurait dû être anticipé. Mais la réponse, ça a été les gens. Ça a été la population. C'est parce que, y compris dans des conditions extrêmement dures, que ce soit dans les lieux de travail ou dans les habitations, on a tenu bon. Quand on a été obligé d'être confiné, alors qu'en fait, on aurait pu éviter les phases, en tout cas les plus dures et violentes, les gens sont restés chez eux. Rappelons-nous ça, parce qu'en fait, voilà, on a cette puissance-là, on a cette force-là. Et pour moi, c'est ça le levier pour les luttes à venir. Et pour finir sur ce que vous demandiez, je pense que toutes les formes d'auto-organisation, de solidarité, des personnes oubliées qui, du coup, se sont mis à s'auto-organiser, c'est ça nos leviers pour la suite. Et effectivement, continuer la mobilisation, rendre visible, et nous, c'est le rôle en tant que parlementaires d'essayer de rendre visibles les oubliés, d'essayer d'être humblement leur porte-voix et surtout d'essayer de faire en sorte que ces oubliés-là aussi soient au premier plan et que elle et il aient la parole. Je pense que le rôle qu'a joué Caroline Fiat en tant qu'aide-soignante, en tant que députée, voilà, est aussi le symbole de ça, et c'est ce qu'on veut faire pas simplement à l'Assemblée nationale,
mais partout, à tous les niveaux. Voilà un peu pour moi le message que je voulais et que je ressors aussi de ces échanges. On a la force, on a le nombre, on a l'alternative, et dans cette période plus qu'encore, parce que ça va être dur, hein, ça va être dur, la crise sanitaire n'est pas terminée, on a une crise économique, etc. Mais on a vraiment les outils et l'expérience et l'histoire de résistance, de lutte et d'auto-organisation pour faire face à ça, et même au-delà de simplement faire face, pour construire autre chose, quoi, au niveau de la santé et au niveau de la société. Il y a quand même eu plusieurs questions. Peut-être pour répondre à votre question, comment maintenir la pression de façon très concrète pour vous, de reprendre contact avec le journaliste pour lui demander un droit de suite. La question que vous posiez, c'est comment maintenir la pression. Pour vous, à un niveau très très local, pour votre situation, reprenez contact avec le journaliste du Midi Libre pour un article de suite, pour un suivi. 3 mois après, enfin je ne sais pas combien de temps, 3 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 1 euro seulement et aucune autre leçon n'a été tirée. Enfin, de refaire le point partie témoignage. Et ça, je pense que c'est un bon moyen de commencer la rentrée ensuite, si vous obtenez un article début septembre, par exemple. Concernant la planification sanitaire, c'est une des revendications qu'on porte au sein de l'Observatoire. On a écrit des tribunes sur le sujet dans le média AOC et dans Libération, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. Et c'était aussi au cœur d'une proposition de loi qui a été déposée par la France Insoumise, notamment soutenue par Caroline Fiat, Daniel ici présente, etc., qui a été complètement détricotée par la République En Marche. Mais il y avait cette idée de planification sanitaire. Sur l'organisation des soins en France, oui, enfin, j'avais parlé moi de culture de santé publique, mais c'était beaucoup trop large. Il y a ça évidemment aussi sur l'incapacité à penser le soin hospitalier en lien avec la médecine générale, l'incapacité à penser la délégation du dépistage. Enfin, on est encore au mois d'août, ça fait 7 mois que ça a vraiment commencé, ou en tout cas qu'ils auraient dû se mettre au travail. On n'a toujours pas une organisation cohérente du dépistage. On a passé un été avec... on n'en est toujours pas aux 700 000 tests par semaine promis pour mai. On y est un peu moins. C'est totalement engorgé par le fait que les gens veulent avoir un dépistage négatif pour aller dans des pays qui le demandent. Et donc, comme c'est engorgé, il n'y a aucune possibilité de cibler des populations ou de cibler des territoires dans lesquels commenceraient à se développer des clusters. Alors, autant on pourrait encore se dire qu'il y a des circonstances atténuantes au début d'une crise, quand tout le monde est pris de court, autant là, on est au mois d'août, c'est juste plus possible. Toujours pareil, hein, c'est d'autres politiques qui sont en jeu, politique économique, politique de maintien d'une activité industrielle, politique, je vous ai parlé de Sanofi, pendant qu'on demandait aux salariés de Sanofi de bosser encore plus pour justement déconditionner l'hydroxychloroquine et l'amener à certains endroits, avec une indemnité très, très, très peu importante. On a en même temps autorisé les actionnaires à se partager 4 milliards d'euros de dividendes, alors qu'il y avait la possibilité de réquisitionner cet argent, ou au moins de dire non, on ne le fait pas. Et alors sur l'hydroxychloroquine, c'est un petit peu long maintenant, et peut-être pas exactement dans le thème des oubliés, en tout cas pour cet atelier-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cadre éthique actuel, un médecin peut prescrire dans un cadre un peu inconnu un médicament quand il pense que... Donc il n'y a rien actuellement dans le cadre éthique actuel qui s'oppose à ça. Les médecins l'ont fait dans le milieu des années 90, quand il y avait des traitements contre le VIH qui arrivaient, et qu'on a pu ouvrir un tout petit peu les autorisations d'utilisation. Ça, c'est une chose, c'est pour le soin. Donc moi, il y a un moment où je n'ai pas compris la polémique et je n'ai pas compris la posture de Martyr, de Raoult et des autres. Il y a tout à fait la possibilité. À côté de ça, il y a des essais, il y a la recherche, il y a ce que produit la science, et qui doivent arriver et qui doivent prendre du temps pour voir l'efficacité. Et enfin, une dernière chose, puisqu'on parle des exclus. L'hydroxychloroquine, ça sert déjà à des maladies auto-immunes, et ça sert dans certaines... Alors, c'est minoritaire, maintenant, vu le développement des résistances, mais ça sert pour le paludisme. Quand Donald Trump a lancé un grand appel enthousiaste sur l'hydroxychloroquine, tous les hôpitaux américains ont commandé de l'hydroxychloroquine pour un bénéfice qui n'est pas certain puisque les essais ne sont pas arrivés à terme, mais par contre le bénéfice certain pour les malades qui en avaient réellement besoin dans certains pays d'Afrique et pour les malades du territoire, il était totalement remis en cause puisqu'il y a eu des pénuries, il y a eu des ruptures de médicaments. Donc là aussi, il faut un peu voir ce dont on parle et à quel moment. Et après, sur le fond, moi je ne suis pas chercheur et les essais ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Et sur la question des chiffres qui ont été cités tout à l'heure, comme je n'ai pas les sources, je ne peux pas répondre sur la question des liens avec le VIH, comorbidité, etc.
Ce que je vois, pareil sur la question des masques, donc leur utilité, oui, elle est, dans le cadre actuel, elle est prouvée. À ma connaissance, il n'y a pas d'études pour le moment sur il y en a peut-être en cours, mais il n'y en a pas sur leur intérêt permanent. Mais je pense que votre réaction, ce qui est important à entendre dedans, c'est la contradiction totale de recommandations officielles. Et qu'est-ce que ça doit dire pour nous ? Donc il y a votre possibilité à vous, et elle est légitime d'entendre et dire j'en ai ras-le-bol, j'ai l'impression qu'on nous prend pour un mouton. Et puis il y a d'autres possibilités, et qui sont en fait pas si difficiles que ça, c'est de remonter aux sources scientifiques. Et en fait, il faut aussi, la démocratie sanitaire, c'est pas attendre qu'on nous donne la parole ou qu'on donne l'information, c'est aller la chercher par soi-même. C'est toute la lutte contre le sida qui a fait ça, d'aller chercher l'information. Et des gens, je suis prof de français, je suis pas chercheur, je lis, alors j'ai une connaissance de l'anglais, donc c'est un premier frein, mais les recommandations, elles existent. L'OMS, qui en a parlé, c'en est une, alors c'est pas toujours fiable, mais à partir du moment où on connaît un peu les tensions internes de l'OMS et qu'on a les moyens de la critiquer, non pas par principe en disant « Ah, vous recevez l'argent des labos », mais sur le fond de ce qui est dit, il y a une capacité à faire ça. Et quand on parle de recommandation, il faut évidemment prendre en compte l'acceptabilité sociale de cette recommandation. Et votre refus, il vient de là aussi. Et là aussi, ce qui est acceptable pour vous, pour moi, ça va être très différent en fonction de nos situations sociales, des privilèges qu'on peut éventuellement avoir, indépendamment des réactions personnelles ou individuelles. Mais voilà, ça serait évidemment beaucoup plus difficile pour des SDF, pour des etc. Et une dernière chose, ces recommandations, je pense qu'il y a une focalisation actuellement sur le masque, parce qu'ils n'ont que ça. À l'école, on nous dit le masque, parce qu'ils ont oublié. Ben, voilà, on nous dit maintenant, vous mettez les élèves deux par deux, côte à côte. Je suis prof, je ne sais plus si je vous l'ai dit. En juin, on était censé les mettre un tous les deux tables. Mais si on veut tenir une année scolaire comme ça, il faut 2 fois plus de profs, il faut 2 fois plus de salles, il faut 2 fois plus de tables. En Italie, ils ont commencé à le faire pour les écoles primaires. On ne va pas faire ça en France, on ne va pas dépenser de l'argent pour ça. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste le masque. Maintenant que des masques, il y en a, voilà. Et il reste, que tu disais, la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire la culpabilisation. Et on en revient aussi aux idées d'inégalité, c'est que pendant le confinement, il y a une forte répression pour ceux qui sortaient quand il ne le fallait pas. Il va y avoir une forte répression pour ceux qui ne porteront pas le masque, qui va engendrer des stratégies de refus mais là encore, cette répression n'est pas équitablement répartie. Et on a bien vu les chiffres de répression du confinement, à quel point ça touchait et les quartiers populaires et pas forcément les gens blancs dedans. Voilà, on va conclure ici, puisque la prochaine conférence commence dans 4 minutes. Il faut qu'ils désinfectent en plus. Oui, ouais, ils vont mettre un petit coup. Je vous remercie pour l'attention et la participation. Et comme ça a été dit rapidement par Daniel, le meilleur moyen d'action, c'est nous-mêmes. Et donc, faites agir vos groupes d'action, maintenez la pression autour de vous, maintenez le lien avec les associations, c'est important, et continuez à vous protéger. Bonne suite et bonne fin de journée, merci.